Allez, je vais vous proposer de commencer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vois le chat si besoin. Merci de votre présence. Je me présente, je m'appelle Nicolas Vandenberg. Je suis le directeur associé et fondateur de la société EFIDIC avec Sylvain Taquet. Nous allons, lors de ce webinaire ensemble, expliquer les concepts de l'entreprise managée par la donnée. Donc, managée par la donnée, ça va être le terme français, data-driven, data-centric, avec des termes anglais. Puis nous présenterons trois retours d'expérience de la société EFIDIC et de son partenaire. Et à cette occasion, je donnerai la parole à Tom Demel. Tom est responsable web marketing de la société Autobonplan, avec qui nous avons collaboré pour un de leurs sujets. Enfin, nous pourrons expliquer notre méthodologie au sein d'EFIDIC pour arriver à ce niveau d'organisation data-driven. Vous êtes 31 personnes à participer au webinaire. Merci de votre présence. Vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat, dans la conversation. Je pense que je répondrai plutôt en fin de présentation, donc avec Tom et Sylvain Taquet, qui est également présent avec nous si vous le souhaitez. Dans un premier temps, je vais vous proposer de vous connecter à un WooClap avec le code qui apparaît sur votre écran. L'idée, c'est d'évaluer un petit peu votre niveau de maturité. D'après vous, à quel niveau d'utilisation de vos données êtes-vous à quel niveau exploitez-vous vos données? Donc, je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter sur ce WooClap avec ce code. Est-ce que la première question est sortie? Voilà, excusez-moi, c'était de mon côté. Donc, est-ce que vous pouvez vous connecter? Voilà, je vois les votes qui commencent à tomber. Merci. Et donc, vous pouvez constater les résultats aussi sur vos écrans. Donc c'est le A. Je m'attendais à un oui moyennement qui ressorte un peu plus. Donc, on voit que vous exploitez un peu vos données ou très peu, et peu de personnes qui l'exploitent. Ah, vous n'avez pas le résultat? Ouais. Bon, bah, je vais. Voilà, excusez-moi. Donc, vous êtes plutôt à un niveau faible d'utilisation des données, et 4 personnes pensent être quand même un peu plus leader sur l'utilisation des données. Nous allons nous appuyer sur votre expérience par rapport à ma présentation. Donc, je reviens. Donc, pour commencer, de quoi parle-t-on? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous demandez certainement ce que peut faire la data pour vous, mais aussi certainement, vous avez certainement des freins, une sensation que la data, c'est compliqué, c'est cher, c'est pas pour nous. Donc, la première question concerne la définition. De quoi parle-t-on? Nous, au sein des FIDIC, nous pensons que mettre en place une organisation data-driven, c'est mettre en place une organisation qui vous permette de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles sur la base d'une analyse et d'une interprétation de vos données. Donc, ce qu'on constate le plus souvent, c'est que nous, dans nos organisations, dans nos entreprises, nous avons toutes ces vagues de données. J'ai illustré avec une vague pour montrer qu'on a des vagues de données pour notre ERP. On a des vagues de données qui sont issues de notre site marchand. On a des vagues de données, par exemple, qui viennent de nos fournisseurs. Cela constitue notre patrimoine informatique, mais on constate dans un premier temps que ces données sont plutôt silotées et donc la valeur ajoutée est faible. Nous sommes convaincus au sein des FIDIC qu'il est nécessaire d'agréger ces données dans une plateforme data. Cette étape permet de créer de nouveaux services, et notamment sur les thèmes que j'ai illustrés à droite,
Le fait de mieux connaître ses clients par l'ensemble de leur expérience utilisateur permet une hyper-personnalisation de la relation client. Nous pouvons mettre en place des outils qui permettent d'éviter des tâches répétitives sans valeur ajoutée. Là, on pense notamment à des données qui sont saisies dans un logiciel en amont, ne pas avoir à la ressaisir dans un logiciel en aval. Ça permet de se mettre en conformité dans un environnement réglementaire. On peut penser à la conformité RGPD, à la lutte contre la fraude. Et surtout, ça permet d'ouvrir le champ des possibles sur ces nouveaux usages. Donc, on a beaucoup plus d'interconnexions, beaucoup plus de valeur ajoutée. C'est résolument sur ces pistes que nous pouvons vous accompagner. FIDIC propose l'ensemble des briques nécessaires de traitement de données, de nettoyage, de consolidation, de visualisation de données. Ce qui nous importe aussi, c'est d'avoir une vision éthique et responsable de l'utilisation des données. Ne pas reproduire les schémas négatifs dont on peut entendre parler dans les médias. Moi, je suis marqué, par exemple, de la fuite de données de Facebook exploitée par Cambridge Analytica pour influencer des élections. Donc, chez nous, nous travaillons avec enthousiasme et éthique. Avec FIDIC, les résultats sont là. Nous prenons résolument le contre-pied du big data en stockant des données utiles, nettoyées, consolidées, exploitables. Nous mettons en place des data lakes, des lacs de données, et pas des data swamps. Donc, on parle de data swamp, d'étangs de données, quand les données sont stockées inutilement, ce qui consomme beaucoup de mémoire, beaucoup de ressources, et qui n'aboutissent à aucun résultat. Voilà pour la partie d'introduction. Je vais passer sur 3 cas concrets de réalisation des FIDIC et d'un partenaire. Et pour le premier exemple, concerne un ciblage marketing. Pour cela, je vais donner la parole à Tom. Donc, Tom Demeul est le responsable web marketing et acquisition de la société Automon-Plan, que nous avons pu l'accompagner pour un sujet important pour lui. Tom, je te donne la parole et je passe au slide suivant. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis le responsable web marketing du groupe Jean Rouillet Automobile et Autobon Plan. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Jean Rouillet, donc on est un des distributeurs donc nationaux. On est principalement localisé dans le Grand Ouest. On a 35 ans d'expérience, 12 marques, 56 concessions. Et effectivement, comme c'est indiqué sur la slide, et on est vraiment localisé sur une zone assez étendue. Pourquoi le groupe Jean Rouillet a fait appel à FIDIC? C'est tout simple. On avait en amont, donc pour rebondir sur les précédents slides, donc en fait, on avait en amont, nous, une problématique par rapport à la personnalisation de la relation client. Nous avons beaucoup de concessions qui sont assez étendues et on n'arrivait pas à reconnaître un client qui venait chez nous dans une concession, un Renault Rosé. On n'arrivait pas à l'identifier s'il venait dans une autre de nos concessions pour une autre marque, par exemple Volkswagen Bordeaux. Et on allait l'adresser et le traiter comme un premier client alors qu'il avait peut-être potentiellement acheté 4, 5, 6 voitures. L'objectif de la gestion de nos données, c'était de pouvoir donc, du coup, personnaliser la relation client et traiter nos clients en fonction de leur historique d'achat et des différentes interactions qu'on avait eues. Il y a un autre sujet qui était important aussi, c'était mieux gérer nos investissements, surtout en cette période de Covid. L'idée était de pouvoir mettre l'argent, placer l'argent là où il fallait le placer. On va faire une campagne. Est-ce que cette campagne a été performante? Oui, non. Est-ce qu'on a généré beaucoup de leads? Oui, non. Et pouvoir aussi ne pas se battre par rapport à des constructeurs, donc ça c'est plus lié à l'automobile, hein, qui vont dépenser des millions en campagne TV sur la sortie d'un nouveau véhicule. Et nous, on ne va pas du tout aller justement sur ce terrain-là. On va plutôt faire de la publicité ou de la communication ciblée, micro-ciblée et géolocalisée, et en communiquant plus sur justement notre marque propre, Autobon. Donc, on a fait un projet qu'on va appeler RCU. Donc, RCU, ça veut dire quoi? C'est tout simplement référentiel client unique. Donc, c'était pouvoir adresser et agréger toutes les données de toutes nos concessions et tous nos points de vente pour pouvoir unifier en fait tous nos clients.
Donc, reconnaître que Monsieur Dubois, qui est passé il y a 3 ans chez Volkswagen Bordeaux, eh ben, il est repassé il y a 2 mois chez Renault, à Renault Cholet. Et donc, c'est un projet qui a mis un peu de temps. À l'origine, on avait commencé à travailler avec Salesforce et un intégrateur Salesforce. Pour ceux qui connaissent, Salesforce, c'est un peu une grosse machine, hein, c'est le numéro 1 mondial du CRM et ils ont tout un tas de produits sur la data et sur la donnée. Mais on a vite changé de braquet parce que Salesforce, c'est un peu une prison dorée. Quand on commence à rentrer dedans, on est imbriqué, on est obligé de prendre d'autres produits qui coûtent très très cher. Et on a une organisation un peu particulière dans le groupe Jean Houillet, donc on voulait être vraiment indépendant. D'où justement l'appel et la recherche d'un partenaire comme Efidic qui nous a permis de créer notre référentiel client unique. Il appartient au groupe, on est indépendant et ce sont nos données. Donc demain, si on change de prestataire ou d'outil, donc on quitte Salesforce et qu'on va sur un autre outil, eh ben, on pourra le plugger à notre référentiel client unique. Je peux te couper une seconde, Tom? Oui. Donc, effectivement, pour illustrer un petit peu sur ce schéma-là, donc ce que dit Tom, le nombre de factures qui était très important dans des différentes concessions ont pu être agrégées ici en identifiant les clients uniques, c'est ce qu'a indiqué Tom. Et donc voilà, le RCU, le référentiel client unique, maintenant le résultat est là, c'est que lui, les contacts sont bien identifiés et bien dédoublonnés grâce à cette partie de data services qu'on a mis en place. Voilà, si on parle du cas concret, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque concession a ses propres outils. Ça, c'est un peu l'historique de notre activité. Volkswagen va imposer à tous les distributeurs Volkswagen différents outils. Donc, des outils CRM, des outils de DMS, donc de facturation, des outils de gestion de lead. Renault va imposer d'autres outils, Nissan va imposer d'autres outils. Et comme on a 12 marques, on se retrouve avec 34, 40 outils différents. Et le gros travail des FIDIC a été de pouvoir arriver à trouver un référentiel commun entre tous ces outils pour reconnaître une personne unique et identifier une personne comme étant unique. Donc, c'est un travail qui était important. Il a fallu, d'un côté, nous, d'un point de vue client, pouvoir exprimer, tant que faire se peut et de la façon la plus claire possible, nos attentes et nos besoins, et aussi arriver à comprendre les contraintes techniques et entendre les contraintes techniques des FIDIC. Et l'idée, c'est vraiment, avant de commencer à travailler, d'avoir une grosse phase où on explique notre univers, notre quotidien, pour que les FIDIC comprennent nos enjeux et que nous expliquent comment ils traitent la data pour qu'on comprenne aussi leurs problématiques. Et après, on a vraiment co-construit un outil qui maintenant est spécifique à notre entreprise. Et j'appuie aussi un petit peu sur le mot que tu as utilisé tout à l'heure, là tu as utilisé le mot de prison dorée. Oui. Donc voilà, notre souhait aussi, c'est de pouvoir se détacher de tous les logiciels métiers, de toutes les marques que tu as citées, pour que vous ayez toutes ces données sur votre référentiel à vous. Sur votre référentiel, et voilà, que vous ayez la main sur ce sujet. J'y reviendrai tout à l'heure quand je vais parler de souveraineté de vos données. Voilà, mais j'en profite pour faire le focus tout de suite. Est-ce que tu nous dis un petit peu les retours que tu as pu identifier dès à présent? Et puis, on a aussi un petit slide pour montrer un peu ce qui a été fait, est-ce qu'on va faire dans les prochains mois? Donc, déjà, ce qui était important, le premier retour, c'est qu'on a appris à mieux connaître nos clients parce que même si on avait tous nos propres idées sur le comportement de nos clients, le fait de le voir factuellement par rapport aux données, on s'est aperçu de certains comportements, de certaines situations, et notamment, par exemple, pour certains utilisateurs, donc comme les chefs de projet marketing, qui, eux, vont faire des campagnes emailing, SMS. On avait pour habitude, il y a des pôles automobiles où on va avoir concentré sur 100 mètres carrés, 3 marques différentes, concurrentes, mais appartenant au même groupe de distribution. Par exemple, à Cholet, on va avoir au pôle du Cormier, Volkswagen, on va avoir Audi, Seat, Skoda, Renault, sur la même adresse. Et donc, lors des journées portes ouvertes, qui est un peu un événement incontournable pour l'automobile, le chef de projet Volkswagen envoyait un SMS « Venez nous voir », mais le chef de projet Nissan, donc, qui était à 2 mètres, envoyait aussi le même SMS. Et le fait d'avoir ce RCU, on a pu justement arriver à ne pas faire de doublons de communication pour un client qui était
pas monomarque du coup, mais multimarque. Donc, si Monsieur Dubois a une Nissan et une Volkswagen, on allait plutôt lui faire un message vraiment micro-ciblé pour que, au lieu de recevoir, de faire en sorte qu'il reçoive 2 SMS ou 2 emails de 2 marques différentes. Ça, c'est un exemple concret et maintenant, on est monté en maturité grâce à ça. Oui, concernant la globalité des interventions des FIDIC auprès du groupe, alors effectivement, le référentiel client unique, c'était la première étape, on va dire vraiment le socle, la base. Il fallait qu'on nettoie nos données et qu'on apprenne à reconnaître nos clients dans différents endroits. Après, on a forcément mis une brique dessus, donc une interface DPO, hein, on est tous au courant de RGPD et des réglementations qui nous incombent. Donc, on a développé une interface qui nous permet en fait de pouvoir rendre opt-out et donc des différentes personnes. Et donc, notre DPO peut gérer, être autonome pour gérer tous nos clients, en fait, tout simplement. Donc, sur la slide d'avant, il y avait 1 million de contacts. Et effectivement, tous ces millions de contacts sont gérés en fait dans une seule et même interface. Donc, même si chaque concession est autonome pour pouvoir mettre à jour les données des clients, on a créé une interface DPO qui est maîtresse et qui est au-dessus de tous les outils des concessions, et ce qui permet de centraliser en fait la notion d'opt-in et de données clients à un seul et même endroit, et c'est sécurisé. Et les 3 et 4, en fait, ce sont des points qui sont en cours c'est un chantier en cours auprès des physiques. Maintenant qu'on a pu gérer nos données et qu'on exploite nos données, l'objectif, c'est de faire de la data visualisation pour pouvoir rendre un peu sexy justement ces données et pour pouvoir aider nos dirigeants, PDG et directeurs généraux, à prendre les meilleures décisions. Quand on parlait de ROI et de prise de décision stratégique, effectivement, des données sur Excel nous donnent des informations, mais par contre, quand mes chefs, mes directeurs généraux ou PDG me demandent des informations, il faut que je leur rende 2-3 slides, et c'est beaucoup plus simple de mettre un graphique explicite plutôt que de donner des fichiers Excel et après de faire un gros pavé pour expliquer pourquoi il faut prendre telle ou telle décision. La data visualisation nous permet rapidement de pouvoir montrer ou faire un focus sur certaines KPI pour prendre des décisions beaucoup plus rapides. Donc, on est obligé de passer par là. Et l'interface avec les campagnes marketing digitales, effectivement, c'est pour créer la boucle, en fait, boucler la boucle, pour qu'on puisse automatiquement, après chaque campagne, voir les performances et du coup en tirer les bons enseignements et que ça soit accessible aussi à tous les chefs de projet marketing. Si on a fait une campagne il y a 3 mois qui a marché sur une certaine thématique, qu'on puisse partager les expériences au sein du groupe et que tous les chefs de projet marketing, peu importe leur marque, puissent tirer des enseignements des bonnes pratiques. Très bien, je te remercie, Tom. Donc, merci pour ce témoignage éclairant, je pense. Il y a quelques questions qui sont tombées, mais je vous propose de continuer et on y reviendra sur sa fin de présentation peut-être. Donc, c'était notre premier exemple de retour client. Le deuxième concerne une analyse de vente qu'on a pu réaliser chez notre client, les meubles Célio. Donc, chez les meubles Célio, les données sont stockées dans le ERP Dynamics, mais le niveau de reporting dans l'outil natif n'était pas satisfaisant. Et donc, nous avons proposé de mettre en place une plateforme de données avec ces données commerciales pour pouvoir les exploiter et mettre en place des tableaux de bord grâce à la technologie Power BI. Il faut imaginer la réunion commerciale du lundi matin avec les tableaux de bord générés en temps réel. Et ces tableaux de bord ont des niveaux de granularité différents entre la vue pour le directeur commercial et la vue pour la personne qui fait la visualisation des ventes, et permet d'identifier très rapidement les sujets qui vont bien et les sujets qui vont moins bien, les sujets qui vont bien pour s'en inspirer pour les autres magasins, les sujets qui sont moins positifs pour pouvoir lancer les actions correctrices le plus tôt possible. Donc, je vais montrer 2 slides de ce qu'on peut réaliser grâce à cette technologie Power BI. Alors là, je suis plus sur des exemples des meubles Célio par souci de confidentialité. Donc ici, je suis chez un vendeur de cycles. Nous pouvons voir sur la partie centrale qu'on peut sélectionner de façon dynamique une catégorie d'articles pour voir sur la partie gauche la liste des références produits qui ont été vendus avec le total de commandes. Sur la partie inférieure, les commandes réalisées par sous-catégorie.
et sur la partie droite, le chiffre d'affaires réalisé et la géolocalisation de ces ventes. Sur le deuxième schéma, nous pouvons zoomer sur un article en particulier et voir le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de commandes, et comparer par rapport au mois précédent, par exemple, ou par rapport à un objectif. Il est aussi très facile, sur la partie gauche, on a un petit curseur qui permet de modifier un prix de vente pour voir l'impact sur les bénéfices attendus. Donc globalement, la génération de ces tableaux de bord commerciaux temps réel permettent la description d'une part et l'analyse des ventes d'une façon très, très fine. C'est l'outil opérationnel pour l'équipe commerciale, mais cette première étape ouvre la possibilité d'exploiter ces données de façon beaucoup plus pointue. Dans un second temps, nous pouvons imaginer de mettre en place un outil de prévision de vente, voire même un outil de prescription, de quoi mettre en place de nouvelles mesures qui permettent d'améliorer ces prévisions de vente. Je reviendrai sur ces notions dans ma troisième partie, sur le slide sur la mise en œuvre. Et je vais proposer un troisième exemple réalisé avec notre partenaire Eden concernant des données dans une exploitation agricole. Donc Eden propose des données pour des sociétés de conseil en élevage, et ces données sont issues de capteurs, à la fois des capteurs physiologiques sur les vaches, sur des capteurs issus des machines de l'exploitation agricole, donc notamment les analyses de lait, et des données de façon beaucoup plus globale sur l'environnement. Ces données sont collectées, sont agrégées et permettent de mettre à disposition donc, ces données pour vendre cette valeur, par exemple sur le profil nutritionnel ou sur les valeurs d'oméga 3. Les exemples sont beaucoup plus nombreux, bien sûr. D'autre part, Eden a mis en place un processus de reconnaissance automatique des documents sur la partie inférieure qui permet d'analyser tout ce qui est ordonnance vétérinaire, bulletin de paye du lait et bulletin d'alimentation du bétail. Toutes ces données sont à la fois stockées en tant que global, avoir l'ensemble des bons de livraison, par exemple, mais aussi une couche d'intelligence artificielle permet d'identifier les références, enfin, le texte contenu dans ces documents. Et là aussi, ces données sont stockées. Dans un premier temps, l'usage qui en ressort, c'est une simplification administrative en garantissant la traçabilité des entrants de l'exploitation, et notamment le sujet d'absence d'OGM est le plus important. Alors, grâce à ça, donc les organismes labellisateurs peuvent vérifier cette absence d'OGM. Donc, dans un premier temps, le service rendu, c'est cette simplification administrative, mais on voit bien aussi dans cet exemple que en ayant toutes ces données recueillies sur une exploitation, que des nouveaux usages vont émerger. Vous avez pu voir, excusez-moi, vous avez pu voir avec ces trois exemples d'exploitation un exemple de personnalisation de démarche marketing, une optimisation des actions commerciales et de la création de nouveaux services avec une simplification administrative et d'autres services. Je vais maintenant vous proposer de détailler un petit peu la méthodologie qu'on met en œuvre au sein des FIDIC. Notre méthodologie est basée en 3 étapes. Lors de la première étape, nous allons prendre connaissance de votre organisation. Nous allons expliciter ensemble vos points forts, vos faiblesses, vos caractères différenciants par rapport à la concurrence et explorer des pistes d'amélioration par rapport à vos enjeux. Vos enjeux, par exemple, peuvent être une optimisation de votre pilotage commercial. Cela peut être la mise en place d'une traçabilité produit pour répondre à une contrainte réglementaire. Ça peut être un souhait d'augmenter la part de chiffre d'affaires réalisé sur un site marchand. Donc, nous allons ainsi pouvoir définir des objectifs à atteindre grâce à l'exploitation de vos données et mettre en place une stratégie pour y parvenir. Et peut-être que nous allons constater que les données ne sont pas disponibles, donc proposer d'envisager de mettre en place ces outils pour recueillir ces données. Dans la deuxième étape, au niveau de l'audit de vos data, est réalisé plus en relation avec les services opérationnels pour identifier où sont les données qui irriguent votre système d'information. Et dans un premier temps, on va identifier les objets métiers,
comment est constituée une commande, comment est constituée quels sont les attributs de vos clients, de vos commerciaux, de vos magasins. Chaque objet métier comprend de nombreuses données et nous allons analyser particulièrement les points suivants. Au niveau des données existantes, on va vérifier leur complétude. Est-ce que tous les champs sont bien saisis? La fraîcheur de ces données, est-ce qu'elles sont rafraîchies régulièrement ou est-ce que de nombreuses ont plus d'un an et donc nécessitent une phase de rafraîchissement? Leur niveau de duplication, par exemple aussi. Est-ce qu'une adresse postale d'un client est présente dans plusieurs logiciels? Et dans ce cas-là, quelle est la donnée maître? Puis nous interrogerons un peu sur la génération, comment sont générées ces données? Quel est le logiciel qui permet de saisir ces données? Est-ce qu'elle est saisie par un utilisateur, par un client, par un service interne? Et on en profitera pour se poser la question du recueil du consentement RGPD. Et enfin, l'usage actuel de ces données. On peut penser que la donnée est effectivement utilisée pour un usage que j'appelle primaire. Si la donnée a été recueillie pour un site marchand, elle permet la vente en ligne. Mais est-ce que cette donnée est également utilisée pour un usage secondaire, une opération marketing, une opération commerciale, un ciblage particulier? Et donc là, ça nous donnera l'occasion de réfléchir ensemble à des usages à créer. À l'issue de ces deux phases, nous rédigeons un réel livrable de cet audit, un rapport d'audit écrit avec les éléments que je viens de détailler. C'est un document vraiment à destination de la direction générale, hein, avec une cartographie data complète. Dans les sociétés de conseil, on peut faire des cartographies logicielles, et bien là, on va faire le pendant avec une cartographie data. Pour illustrer la suite, pour illustrer la mise en œuvre itérative, je vais prendre un exemple fictif pour bien illustrer. Imaginons la société Mobibureau. La société Mobibureau vend des articles d'ameublement en bureau, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. On va dire que Mobibureau vend des articles depuis plus de 20 ans, qu'ils ont mis en place un ERP un peu vieillissant en 2008. Et le constat actuellement, c'est que les ventes faiblissent et le contexte sanitaire rend les ventes en magasin pour les particuliers un peu aléatoires. Donc, un site marchand professionnel et particulier a été mis en place. Et l'idée, c'est de vouloir améliorer les ventes sur ce site marchand, d'abord pour les particuliers. Donc, la première étape, c'est de bien comprendre, bien analyser finement les ventes qui sont actuellement réalisées, principalement en magasin. Pour cela, on sait que les données sont disponibles dans l'ERP. On va proposer de réaliser des tableaux de bord en recueillant ces données de la base de l'ERP pour alimenter notre plateforme de données, notre plateforme data qui va pouvoir recueillir l'ensemble des informations. Donc, on génère ces tableaux de bord, comme je vous montrais tout à l'heure pour les meubles Célio ou pour mon exemple fictif. Le résultat est souvent très convaincant. Les rapports sont mis à jour en temps réel. Il est possible de zoomer pour identifier les ventes déficientes. Et j'aurais tendance à dire que c'est le premier quick win de la mise en place de cette plateforme de données. Puis, on va procéder étape par étape. L'étape d'après, en mettant en place ces tableaux de bord, on va se rendre compte qu'on peut faire des analyses plus fines, et notamment une analyse qu'on peut mener très rapidement concerne le cross-selling. Identifier les articles qui se vendent souvent ensemble. Donc, on a l'habitude de voir ça à la Fnac ou sur Amazon, sur les sites marchands. Quand on achète un livre, on nous propose un livre du même auteur ou du même thème. Là, l'idée, c'est la même chose, c'est d'identifier les articles qui se vendent ensemble dans 80% des magasins pour les proposer aux magasins qui n'ont pas ces niveaux de vente, en proposant par exemple des adaptations en magasin, en envoyant des notifications, ou pour pouvoir préparer le site marchand avec ces articles à proposer ensemble. Maintenant qu'on a cette base, on va justement rajouter notre site marchand. Donc, idéalement, le site marchand déverse dans l'ERP. On va prendre l'exemple ici que notre ERP est un peu vieillissant et il y a une stratégie pour changer d'ERP, mais que les travaux sont un petit peu longs et on ne veut pas attendre. Et donc, l'idée, c'est de récupérer les données de ce site marchand pour les importer directement dans notre plateforme de données. Là, le sujet important concerne le dédoublonnage. Je vous demande une seconde, excusez-moi.
Le sujet important, c'est de pouvoir identifier le monsieur Durand qui a fait une vente en magasin, donc présent en ERP, et le monsieur Durand qui vient de faire une action, un achat sur le site marchand. Est-ce qu'il s'agit de la même personne ou pas? Donc là, comme on a pu mettre en œuvre avec Auto-Mon-Plan, l'idée, c'est pas se baser seulement sur des champs précis, mais de pouvoir accepter une erreur de saisie d'un côté ou de l'autre en identifiant, par exemple, les sites, en prenant en compte aussi les adresses électroniques ou les numéros de portable pour être sûr qu'il s'agit de la même personne. Donc, une fois qu'on a agrégé ces données, la première étape, c'est de pouvoir enrichir les tableaux de bord avec les données issues du site marchand. Mais c'est aussi d'améliorer le ciblage marketing en ayant une connaissance globale, une vue à 360, une vue omnicanale de mon expérience client. Le ciblage sera amélioré et nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, d'une modification de campagne de emailing en fréquence ou au niveau des réductions proposées en fonction de la segmentation client que nous avons définie, voire de l'hyper-personnalisation. Si j'ai prévu d'envoyer une publicité sur un article précis, je ne vais pas envoyer cette publicité à la personne qui vient de réaliser l'achat il y a quelques jours en magasin au prix fort. L'effet serait contre-productif. Et je vais vous proposer un dernier exemple sur ce schéma. Pardon, au niveau donc du site marchand, j'ai parlé du site marchand pour les particuliers. On aurait le même travail pour les professionnels. Là, le dédoublonnage se ferait en se basant sur les sirettes. Et donc là aussi, on a l'outil DataClean qui permet d'identifier les sociétés de façon sûre et unique. Le dernier exemple, que je voulais mentionner, donc là pour les clients B2B, concerne des données qui sont disponibles en open data, des données libres d'utilisation. Et donc celles-ci concernent toutes les données administratives des sociétés. Ces données permettent d'identifier les déménagements de sociétés, par exemple, ou les changements de gérance. Dans l'exemple de Mobibureau, il peut être intéressant de connaître les déménagements de sociétés pour envisager peut-être des actions commerciales pour ameubler ces nouveaux bureaux. Mais ça peut être aussi, et là ça intéresse toutes les sociétés, pas seulement l'ameublement, l'identification des changements de gérance. Voilà, souvent, un changement de gérance correspond à une phase d'investissement. Voilà, le champ des possibles est large. Alors, je vais vous inviter sur cette slide à garder en tête les données à gauche et les usages à droite avec notre plateforme de données au centre. Et je vais insister sur ce schéma-là maintenant, où on peut voir que les données peuvent être issues, avoir un périmètre d'origine très large. Nous pouvons nous baser, enfin, vous pouvez vous baser sur vos données qui sont issues de votre CRM, de votre ERP, de vos sites web, de vos logiciels de production au sens large, mais on a aussi un périmètre plus large avec des données qui sont issues de vos fournisseurs, par exemple, pour des catalogues produits, de vos filiales. Par rapport aux filiales, on a souvent des remontées d'informations financières pour le contrôle de gestion, mais il y a d'autres données qui pourraient être exploitées ou au niveau de vos sous-traitants. Et enfin, sur le périmètre le plus large, c'est l'ensemble des données qui sont de plus en plus disponibles librement en open data. Ça peut être des sites web, ça peut être les réseaux sociaux particuliers ou professionnels. Sur la partie droite, donc nous avons les différents usages que nous avons pu illustrer au niveau des tableaux de bord commerciaux, du ciblage marketing, du cross-selling, pardon. Au niveau de la production, on peut parler de détection de défauts, de traçabilité produit, d'optimisation des chaînes de façon globale, le sujet de maintenance prédictive qui est de plus en plus présent. Et j'ai voulu mettre un petit losange, un petit rectangle aussi pour imaginer tous les autres usages. Sur cette slide, je profitais de la partie centrale pour bien insister sur une notion qui me paraît indispensable, super importante au sein des FIDIC, c'est la souveraineté de vos données. Les données de chaque application sont souvent silotées, parfois hébergées chez des éditeurs variés, et donc vous perdez un petit peu la main sur l'accès à ces données.
Avec Effidic, en mettant en place cette plateforme data, vous reprenez la main sur un actif fort de votre organisation, vos données. Pour nous, ça constitue votre patrimoine. Et Tom l'a illustré tout à l'heure. Vous reprenez ainsi la main sur la capacité à croiser ces données et par la même occasion de mettre en place de nouveaux usages. Voilà pour la partie présentation. Je vais vous proposer de vous reconnecter à WooClap éventuellement pour... alors, je fais l'opération en même temps, excusez-moi, pour donner un petit peu votre ressenti à l'issue de cette présentation, savoir si j'ai déclenché l'envie de proposer... Excusez-moi, je suis dessus. Voilà, excusez-moi. Voilà, que vous a inspiré cette présentation data? Est-ce que vous avez des usages à imaginer? Est-ce que ça a été éclairant le témoignage de Tom sur l'utilisation des données pour la mise en place de son référentiel client unique? Je vois pas de réponse, hein, je me tourne un petit peu. Ah là, merci. Donc je vois que ça commence à arriver. Alors, inspirant, intéressant, d'accord, crucial, les usages, merci, la souveraineté, merci, l'envie, l'exploitation des données, des sujets à creuser, faire parler les données, tout à fait. Donc là, le point de départ, c'est la data viz, c'est ce qui permet le plus rapidement d'analyser ce qu'on a dans nos bases. Je vous remercie. Alors, on va reprendre les questions qui m'ont été posées pendant la présentation. Alors, la première question est plus pour toi, Tom. Tu es là. Alors, l'outil qu'on a mis en place, l'outil RCU, consolide combien d'applicatifs métiers et quels sont les types d'interfaces? Alors, Combien d'applicatifs? au total, combien d'applicatifs? Il y en a une dizaine d'applicatifs. Et combien la deuxième question, c'était... Et le type d'interface qu'on a mis en place? En fait, tout est centralisé dans une grosse base de données, hein. Ça peut permettre aussi de faire le lien avec la question suivante. Oui, effectivement, c'est une grosse base de données en PostgreSQL que l'on peut requêter, hein, avec un simple outil ou avec en interne un développeur qui connaît le SQL. Mais n'étant pas technique, nous, on justement visualise toutes ces données à travers l'outil Salesforce ou à travers notre interface DPO. C'est pour ça qu'on a demandé à Effidic de nous développer une interface. Donc, alors, c'est tout simple, hein. C'est une petite interface graphique web avec login, mot de passe et qui fait ni plus ni moins que visualiser les données de la base de données. Donc, on a les données qui sortent en tableau. L'idée n'étant pas de faire un site web ergonomique pour pouvoir afficher ces données-là, c'était vraiment d'avoir une interface graphique simple pour qu'on puisse consulter rapidement les données d'un client. Donc, on tape soit un élément du client, donc soit l'email, soit le nom, prénom, et on a toutes les occurrences qui ressemblent et qui ressortent par rapport aux éléments tapés. Et une fois qu'on a trouvé le client en question, on clique dessus et après, on a tous les éléments rattachés à cette fiche client. Donc, que ce soit toutes ces transactions. Donc, par transaction, on entend un lead, une facture, une commande, et on a toutes les infos sur cette transaction par rapport à la source de données. Donc, ça peut être des données de soit notre outil Volkswagen, notre outil Renault, notre outil Nissan ou notre outil interne de gestion de lead. Voilà. C'est vraiment, on a une dizaine d'applicatifs qui sont agrégés au même endroit. J'espère avoir répondu à la question. Oui, puis tu as répondu à la question suivante par rapport donc, à ce site web, à cette application web, pardon, qu'on a pu mettre en place. Voilà, on a
Côté FIDIC, ce n'est pas notre expertise, mais on a les compétences aussi pour pouvoir mettre en œuvre ces petits applicatifs pour pouvoir répondre à ces sujets. Souhaites-tu compléter sur les types d'interface? Oui, donc je vais donner la parole à Sylvain. Ton micro, si tu veux. Et je vais combler un petit peu. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour un petit peu. Oui, donc je pense aussi par la question, quel type d'interface on a mis en place. Donc on est sur des logiciels métiers auxquels on n'a pas du tout accès aux bases de données, c'est une vraie boîte noire. Principalement, ce sont des exports de fichiers plats. Donc là-dessus, on n'a pas réinventé la roue, mais on exporte du delta sur 10-15 jours roulants de manière à être tolérant à la panne, on va dire. Et derrière, on a plein de formats d'intégration qui sont développés en Talend, qui permettent de tout centraliser. Et donc dans ce RCU, on a mis en place une grande traçabilité, c'est-à-dire que n'importe quelle donnée cible, je sais exactement de quel fichier, quel type de source de données elle provient, ce qui permet de faire des comptages très facilement pour savoir que ce monsieur nous est venu de telle source logicielle à tel moment, mais aussi est arrivé par telle autre source logicielle, ce qui permet de bien valider un peu le scoring qu'on met en place, etc. Voilà. On a une question. Quel type de gouvernance de données préconisez-vous pour garantir un minimum acceptable de qualité de data? Est-ce que tu veux... Donc, effectivement, la qualité de data, c'est un sujet primordial. Ce qui est maintenant disponible, c'est beaucoup d'informations en open data. Donc, dans ce cas-là, on peut garantir pour les sujets, par exemple, de B2B, la cohérence globale et même l'exactitude de ces données. Après, dans toutes les opérations de reconnaissance un peu floues, ça permet d'avoir l'ensemble des champs et de pouvoir agréger le maximum de champs de qualité. Et ensuite, voilà, ça permet d'identifier, on va dire, les quelques pourcentages de données qui posent question, et on est en capacité très facilement à les identifier, à les mettre en exergue pour pouvoir... donc là, les sachants, ce sont les responsables de service, les responsables commerciaux qui connaissent leurs clients. Pour notre outil, par exemple, Data Clean, où on nettoie les fichiers clients B2B, on est capable de reconnaître 90% des données de façon automatique. Pour les 10% de données pour lesquelles il y a une ambiguïté, on met en place une interface qui permet de choisir en un clic la bonne société. Et donc, pour ça, c'est effectivement le responsable commercial, le commercial qui sait répondre, qui sait où sont les vraies bonnes données. Et Nicolas, si je peux rebondir sur justement cette question-là, là plus par rapport à l'expérience, nous, quel type de gouvernance de données préconisez-vous pour garantir un minimum acceptable de qualité de données? Par rapport au travail fait avec Efidic, justement, la qualité de la donnée, on ne pouvait pas aller la chercher dans l'open data. Par contre, c'est la multiplicité de nos données et de nos concessions qui a fait on s'est posé avec Sylvain et on a créé des règles spécifique de scoring pour arriver à déterminer quelle serait potentiellement la bonne donnée. Par exemple, quand on a 5 lignes avec Monsieur Dubois écrit différemment, Dubois sans S, Dubois avec S, Dubois Y, et par contre qu'on va avoir sur ces 5 lignes 3 adresses mail similaires, on va considérer que la bonne adresse mail, c'est celle que l'on retrouve 3 fois. Et aussi, par rapport à d'autres critères, ça peut être aussi la récence de la donnée. Voilà. Ce qu'il y a, c'était dans le précédent schéma qu'avait montré Nicolas, ce qui est important, c'est d'abord se poser pour analyser les données et en fonction de la qualité des données, définir des règles qui vont nous permettre d'avoir ces premières quick wins. L'idée n'est pas, je pense, ce serait de faire une erreur de vouloir tout de suite faire du prédictif alors que nos données ne sont pas propres. Et c'est pour ça que nous, on a procédé par itération. C'était d'abord, pouvoir agréger nos données et pouvoir les comprendre et voir quel type de données on avait. 2, après, essayer de les exploiter, ces données. Et justement, la troisième étape avec la visualisation, après, c'est d'aller dans le prédictif et dans tout ce qui est recommandations stratégiques. Merci, Tom.
Et justement, tu parlais du quick win, on a une question de quel est le coût approximatif du quick win que vous avez décrit? Donc, bon, je n'ai pas de réponse absolue, hein, évidemment, ça va dépendre du nombre de sources à collecter, mais c'est vrai que pour faire un premier recueil de données sur un ERP, sur un CRM accessible, on est sur un ordre de grandeur de 15 000 € à peu près. Donc, ce quick win est accessible et permet des résultats très rapides avec un ROI très rapide. Il y a le fait de mieux cibler ses ventes, de mieux analyser ses ventes, pardon, et de mettre en place des actions correctrices, ça vaut largement ça, c'est très vite rentabilisé. Et puis donc, Effidic, voilà, on est une structure encore jeune. Si nos clients sont là, c'est effectivement, enfin, on n'est pas sur des budgets de 100 000 €, 200 000 €, 500 000 € tout de suite. Donc, avec nous, on a des résultats rapides. Il faut, voilà, nos clients reviennent parce qu'effectivement, il y a des ROI très rapides. J'en profite au niveau des coûts pour parler un petit peu des coûts logiciels. On a une question, quels sont les frais de logiciel à prévoir? On a un environnement très majoritairement en open source. Donc, je vous ai cité au niveau de l'outil de data visualisation, on utilise Power BI, on préconise Power BI, donc c'est un outil qui coûte à peu près 8,50 € par utilisateur et par mois, donc accessible très facilement. Et l'ensemble de la brique en amont de recueil, d'agrégation de ces données, on est sur des briques open source, donc on n'a pas de frais logiciels à proposer quand on fait un projet. Et pour rebondir juste sur la notion de coût, pour la petite histoire, nous, on a contacté Effidic, on ne connaissait pas Effidic, hein, juste via une plateforme de freelance avec des coûts raisonnables. C'est pour la petite histoire, c'est vrai en plus. Parce qu'on avait Salesforce qui nous faisait des factures à 6-8 chiffres d'un côté, et de l'autre côté, il y avait Effidic et d'autres freelances sur cette plateforme. Et en balayant un peu toutes les personnes qui pouvaient intervenir sur le projet, Effidic paraissait l'entité qui répondait le mieux au rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est pour ça. Je n'ai pas d'action chez Effidic, hein. Je dis ça en toute transparence, mais c'est le cas. Merci Tom, et oui, tu as raison. On doit être bien positionné niveau tarifaire par rapport aux personnes qui font à peu près le même métier que nous, parce que voilà, on a beaucoup de leads qui tombent par des prescriptions et voilà, on est en concurrence et sous blanc, on arrive avec des tarifs beaucoup plus compétitifs, oui. Sylvain, peut-être si tu veux répondre à la question vous évoquiez Power BI dans la présentation, auriez-vous des outils de data lineage à recommander? Oui, alors là, je vais faire une réponse un peu rapide, mais on n'en a pas sous la main en fait. Aujourd'hui, nos outils de cartographie, ça reste comment dire, bon, c'est pas outillé d'un point de vue logiciel. J'ai connu des outils de cartographie comme ça, mais bon, en gros, des fois, on s'en sort très bien avec du PowerPoint ou du bon Excel. On envisage, nous, à terme, mais c'est pas encore en place, mais pourquoi pas le faire en Power BI? C'est-à-dire qu'en fait, cette cartographie de données, la cartographie data, pourquoi ne pas la rendre complètement dynamique, finalement, et la faire un peu à la sauce DataVis, si j'ai envie de dire. Mais bon, pour avoir, moi, en tant qu'architecte, j'ai connu des outils de cartographie comme ça. Bon, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple et le ROI, il est quand même à justifier par rapport au temps passé. Mais bon, après, je reste ouvert à tout, mais pour ma part, j'ai pas préconisé particulièrement de choses. Voilà. Et Tom, si tu veux bien, on a une question pour toi. Pourquoi et comment avez-vous fait le choix de Salesforce en premier lieu? En fait, pour la petite histoire, Salesforce, ça fait longtemps qu'ils souhaitaient travailler avec nous parce qu'ils souhaitaient se développer un peu plus dans le secteur auto, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment une grosse machine de guerre avec des commerciaux qui sont très performants. Et tous les 6 mois, on avait différents commerciaux qui toquaient à notre porte en nous vendant leurs solutions.
Et au final, les projets et les outils qu'ils ont sont assez intéressants. Euh, donc, et puis comme beaucoup de concurrents, mais pas forcément concurrents, mais de gros acteurs du domaine commercial utilisent Salesforce, on s'est quand même renseigné. Et c'est vrai que Salesforce a des outils performants. Après, donc du coup, on s'est lancé là-dedans. Ils nous ont fait une belle offre avec une belle remise. Donc, on s'est lancé dans Salesforce. Après, l'inconvénient, donc l'avantage de Salesforce, c'est qu'ils ont à peu près un outil pour répondre à chaque problématique et chaque besoin. Ça, c'est vrai. Leurs outils sont performants et efficaces, ça c'est vrai. Par contre, il y a toujours des coûts additionnels et c'est vraiment la prison dorée. Une fois qu'on a commencé à mettre un pied dedans, après, on est obligé de prendre un autre outil qui va nous coûter plus cher ou alors pour plus d'espace, donc reprendre une licence d'espace, etc., etc. Et quel coût de Salesforce chez nous, je ne peux pas le dire, mais on est à plus de 6 chiffres, ça c'est sûr. Bon, garde un peu de budget pour nous, Tom. Merci de ta réponse complète. J'ai une question aussi sur l'hébergement de données. Où hébergez-vous les données de votre plateforme de données? Alors, je vais d'abord en profiter pour voilà, faire dire un petit peu quand on parle de data, on parle aussi un petit peu d'utilisation des ressources. Et donc, voilà, on essaye, comme je disais tout à l'heure, dans cette data éthique, de stocker uniquement les données qui sont nécessaires et pas de stocker des gigas, des téra ou T qu'on sait qu'on n'exploitera jamais. Donc voilà, on essaye de faire attention au niveau de la consommation. Au niveau de l'hébergement, j'insiste aussi sur la partie souveraineté. Voilà, on veut que vous ayez la main sur vos données. C'est le cas de Tom. Si un jour on se fâche, Tom peut repartir avec un nouveau prestataire. Donc, je ne le souhaite pas, mais voilà, il a accès à ces données. Et ensuite, au niveau de l'hébergement, donc soit nos clients ont des infrastructures qui permettent ces hébergements. Dans ce cas-là, on s'appuie dessus. Ou alors, on a également un partenaire local qu'on fait travailler aussi sur ces sujets pour essayer d'avoir le moins d'impact possible et de garantir donc à la fois la souveraineté nationale par rapport aux géants, aux États étrangers, et la souveraineté de vos données par rapport à voilà, reprendre la main par rapport aux différents éditeurs qui pourraient vous rendre un peu captif. Je me permets juste une petite précision sur les entrepôts. Alors, on est assez agnostique des technos. Lorsqu'un client, lorsqu'on est sur des volumétries quand même pas trop importantes, même Autobonplan à 15 millions de factures, ça passe. On aime beaucoup Postgre parce que très robuste, tient plutôt bien la charge et pour les gros traitements nocturnes. Après, pour des volumétries plus importantes ou éventuellement si le client n'a pas de je sais pas, de supervision déjà en place avec un service IT, mais à tout sur le cloud, on est ouvert à l'utilisation des BigQuery et des Snowflake. Alors, j'ai cité que ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse appétence au SQL chez Physique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je ne démords pas. L'intégrité des données, la qualité des données, le fort typage, l'intégrité que permet le SQL, on le retrouve nulle part ailleurs. Et c'est pour cela qu'on a ce parti pris-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous a toujours, disons que c'est un investissement qui est très rentable à long terme puisqu'on s'évite beaucoup de bugs. Lorsqu'on a des clés étrangères, lorsqu'on a tout ce qu'il faut, voilà, c'est bien plus robuste que ce qu'on peut faire par ailleurs. Voilà, j'ai terminé. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des FIDIC, on est une équipe où on aime s'amuser techniquement. Donc voilà, on fait un peu de R&D sur ces nouvelles technologies. Voilà, Snowflake, ce n'est pas encore très connu, mais on veut être présent. Également, voilà, pour limiter le coût aussi d'hébergement et le coût d'utilisation des services. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Niveau timing, on est pas mal. Là, pour l'instant, il n'y a plus de questions dans le pipe. Est-ce que, Tom, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va aller. C'était un plaisir. Sylvain, c'est tout bon. Eh ben, il me reste à vous remercier, à votre disposition pour aller plus loin dans l'échange. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.